C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. C'est le dernier 11 novembre du quinquennat d'Emmanuel Macron et c'est lui qui enterre dans la crypte du Mont Valérien le dernier résistant, Hubert Germain, mort à 101 ans et compagnon de la libération du général de Gaulle. Des cérémonies où le président français, avec une voix éraillée et sépulcrale, sans doute due à un refroidissement, avait des accents d'André Malraux. Écoutez. Serions-nous là sans Hubert Germain? Serions-nous là sans Philippe Leclerc de Haute-Cloque? Serions-nous là sans Philippe Kieffer? Serions-nous là sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, Romain Gary et André Malraux? Sans ce cortège de femmes et d'hommes, faits de bravoure et de sacrifice pour la France? Cette semaine, c'était l'anniversaire donc de la mort du général de Gaulle. Encore lui que la classe politique célébrait à Colombey les deux églises. Il y avait foule, la droite était là comme toujours, mais la gauche aussi, et chacun y a trouvé une corde à faire vibrer, même des représentants dont le parti a combattu le général. On dira bien sûr un mot de l'allocution mardi du président qui mêlait crise Covid et programme présidentiel. Donc on en parle avec David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec Virginie Leguet, éditorialiste. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Et en fin d'émission, nous accueillerons Véronique Reissould pour la politique sur les réseaux. Alors vous avez entendu Emmanuel Macron dans le Figaro, un conseiller du président explique que le discours d'Emmanuel Macron fera écho à celui d'André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, tant dans la forme que dans le fond. Eh bien, on s'en est rendu compte, bien évidemment. Et j'ai envie de dire, Jean-Marie Colombani, ça a été conçu pour ça. Oui, c'était le passage que vous avez Ah, c'était donné tout frappant. à l'heure, c'était absolument frappant et on sent que c'était un discours en effet conçu pour que la référence soit immédiate. Et si la référence n'était pas immédiate, on vous le suggérait quand même de regarder de ce côté. Et donc ça fait partie de l'ambiance dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qui communie dans le culte du général de Gaulle avec un président qui essaye autour de cette référence de rebâtir un récit national, comme on dit, Oui. puisque c'est le mot À la mode. qui convient. Enfin, le mot à la mode. Le mot, en tout cas, que En les tout cas, c'est le présidents concept, aiment utiliser. Ouais. oui, absolument. Alors, j'ai une autre question pour vous. Emmanuel Macron aime les commémorations, surtout lorsqu'elles font vibrer l'esprit de résistance. Il le dit souvent, ce mot qu'il affectionne tant, l'esprit de résistance. Il a même dit l'esprit de responsabilité. Donc, l'esprit chez Macron est très, très présent. Héros positif, transmission, engagement, c'est le narratif qui plaît et qui, dans le fond, lui sert pour sa campagne. Non seulement lui sert Pré-campagne. pour la campagne, mais sert en général parce que, si vous voulez, il faut bien qu'au discours dominant, qui est le discours décliniste, qui est le Ouais. discours sur la France qui est effondrée, qui ne saurait plus où elle va, ni ce qu'elle est, peut répondre à un discours autre, plus positif, plus optimiste, plus volontariste. C'est celui que Emmanuel Macron essaie de mettre en place depuis Ouais. d'ailleurs son entrée en fonction. Et donc, d'où l'accent qu'il met le plus souvent aux commémorations. Parce que dans un pays que l'on dit, et qui est objectivement déchiré, divisé, écartelé ou archipélisé comme on voudra, des manifestations comme celle-ci, comme celle que l'on a pu regarder aujourd'hui autour du Mont Valérien, servent au fond à cacher cet éclatement et à faire comme si la communauté nationale pouvait se retrouver Ouais. dans ces occasions-là. Donc, d'une certaine façon, ça peut servir le candidat Macron, bien sûr, mais ça sert tout le monde aussi si c'est réussi. Et je pense que c'est une dimension qui est devenue nécessaire à cause, encore une fois, de l'ambiance très profondément décliniste dans laquelle nous sommes. Est-ce que c'est justement, David, le contre-récit justement à Éric Zemmour et la contre-réponse, en tout cas la réponse à ce déclinisme dont parlait Jean-Marie, en quelque sorte, on a Joséphine Baker qui va être là panthéonisée et contre Pétain en quelque sorte, c'est-à-dire celle qui a choisi la France. Joséphine Baker, et Pétain, le coupable qu'on a transformé en sauveur, en tout cas pour Zemmour. C'est vrai que c'est le contexte qui renforce la portée de ces cérémonies mémorielles, de ces commémorations. Je me souviens que à la fin du quinquennat précédent, on se moquait un petit peu de François Hollande, enfin les commentateurs, sur le thème oh, il va finir son quinquennat à faire des cérémonies mémorielles et à inaugurer les chrysanthèmes. On le comparait même à René Coty. Bon, en fait, mais c'est un peu dur, mais parce que Emmanuel Macron fait la même chose, sauf que c'est évidemment
Alors, il le fait différemment, à sa manière, mais c'est le contexte qui confère à ces moments-là une portée éminemment politique. Bien sûr, vous l'avez dit, si Zemmour n'avait pas cherché à réhabiliter Pétain, j'en passe et des meilleurs, ne restons que sur cet aspect historique concernant la collaboration. Bien sûr, la panthéonisation de Joséphine Baker, bien sûr, la cérémonie d'hommage au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, et les propos qui l'accompagnent, bien sûr, n'auraient pas revêtu cette portée-là. Après, est-ce que ça suffit ? Est-ce que la commémoration, le mémorial suffit ? Bien sûr, c'est un message important, mais je crois que le combat, il est aussi dans tous les autres domaines du jeu politique. Alors, je vais vous poser la question aussi à Virginie, mais j'aimerais que vous regardiez cette image donc, du président de la République qui entre dans la crypte du Mont Valérien, donc, qui est un lieu, un lieu quelque part sacré, puisque c'est là qu'étaient fusillés les résistants. Et d'ailleurs, pendant des années, les présidents de la République n'ont pas été autorisés à entrer, excepté bien sûr le général de Gaulle. Ces discours mémoriels, Virginie, c'est une quête de sens, ce sont des discours, sont-ils mobilisateurs ? En tout cas, est-ce qu'ils sont payants politiquement et électoralement au bout du bout ? Difficile à dire. Parce que là, il y a une petite référence quand même aussi petite référence à Mitterrand entrant avec la rose au Panthéon. J'ai été frappée d'abord de la beauté de cette cérémonie. Là, je parle de la cérémonie cet après-midi au Mont Valérien, qui était ce qu'appellent les militaires une cérémonie muette. J'ai été frappée de sa sobriété, de sa beauté, et surtout, j'ai été très frappée de la présence des jeunes générations. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des compagnons de la Libération avaient été invités à venir. Et on les voyait, cette jeune génération, et on se disait que cette cérémonie, ce qu'elle représente aujourd'hui, en cette période bien particulière, à 6 mois d'une élection présidentielle, 1 an, effectivement, après des cérémonies qui n'ont pas été saluées, celles-ci tout d'un coup prennent une dimension beaucoup plus grave. C'est le dernier compagnon qui rejoint le premier compagnon. Il y a comme une boucle qui se boucle. Emmanuel Macron a également parlé des morts, des 7 morts ou des 9 morts, pardon. Je ne sais plus qu'il y en avait 7 ou 9 qui sont morts cette année au service de la France. Ça prend une connotation pédagogique, démocratique, universelle. Surtout, et alors là vraiment, oui, je le redis, quand on entend le discours dominant depuis 3 mois où on revisite des périodes historiques, là, il n'y a pas moyen de revisiter ces périodes historiques. Sont encore là les témoins, les descendants de ceux qui les ont vécues, de ceux qui la connaissent et de ceux qui peuvent attester que ça ne s'est pas passé comme certains le prétendent. C'est d'ailleurs une des questions qu'on peut se poser, parce qu'il y a l'usage et l'abus de l'usage du mot résistance. Oui. On résiste à quoi ? La résistance, pourquoi ? Contre qui ? Résister au terrorisme, contre l'Allemagne, vous voyez, oui, d'accord, mais je veux dire, on en abuse, et donc les oppositions parlent de résistance à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron parle de résistance, donc il y a aussi un abus en même temps de la référence au général de Gaulle. Le général de Gaulle est réclamé par des gens qui manquent de légitimité. Et donc, quand on cherche à asseoir sa propre légitimité, on va chercher le général de Gaulle. C'est le cas de l'opposition de droite aujourd'hui, qui manque cruellement de cela. Parce qu'il manque une figure. Il manque de leader, il manque de programme, il manque de tout. Donc, on s'abrite derrière la figure du général de Gaulle. Et pour Emmanuel Macron, c'est un peu ça aussi, parce qu'au fond, Emmanuel Macron est quelqu'un qui nous est venu de nulle part. J'allais dire dans la sphère politique. Il n'était pas le porteur d'un grand mouvement historique, il n'était pas porteur d'un grand mouvement d'idées, il était lui-même une aventure personnelle. Et donc de s'abriter derrière la figure de Gaulle, c'est aussi une façon pour lui d'essayer de s'inscrire aux yeux des Français, non plus comme une aventure personnelle, mais comme un chaînon dans l'histoire du pays. Et je pense que voilà pourquoi les uns et les autres aujourd'hui vont tant chercher la figure de Gaulle. C'est très juste, il y a une tentative de captation d'héritage dans tous les partis. Parfois, une captation qui tourne au détournement de fonds idéologiques, dans le cas du Rassemblement national, dont je rappelle que l'ancêtre, le Front National, a été fondé combattu en 40, de Gaulle en 40, plusieurs courants de l'extrême droite française, dont les deux plus hostiles au général de Gaulle, les partisans de l'Algérie française, et les nostalgiques de la collaboration. Ceux qui ont condamné de Gaulle à mort, absolument, et ensuite ceux qui ont voulu l'assassiner. Absolument. Ouais. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Et quand on entend Mme Le Pen ou M. Bardella expliquer qu'ils sont gaullistes, ça prête quand même à sourire doucement, voire pire. Deuxième chose, il y a aussi des arrière-pensées tactiques, c'est normal, il a le droit, dans ce que fait Emmanuel Macron. Ça fait 2 ou 3 semaines que ses conseillers se frottent les mains en anticipant
les embouteillages du 9 novembre, donc d'il y a 2 jours, à Colombelles et 2 églises, où on a vu effectivement non seulement tous les candidats LR, mais aussi Madame Hidalgo, candidate socialiste, dont on Premier ignorait secrétaire du PS aussi. le premier secrétaire du Et PS, Arnaud dont Montebourg. on ignorait qu'ils étaient gaullistes. Monsieur, Les maires de Paris y vont. Parce que C'est la vrai. ville de Paris est compagnon de la vous libération. avez raison. Donc, Elle était est-ce déjà là qualité- l'année dernière, Anne Est-ce Hidalgo. qualité maire Vous de avez Paris, raison. vous êtes obligé Mais là, d'y elle aller. est aussi candidate à la présidentielle, Bien donc sûr. forcément, ça confère une Ouais. dimension. J'en passe et des meilleurs. Et ces conseillers se frottent les mains en disant, regardez, vous allez avoir cet embouteillage à Colombelles et 2 églises, pendant que nous, 2 jours plus tard, eh bien, nous célébrerons, effectivement, à la façon de Malraux, ça a été rajouté après, l'entrée d'Hubert Germain, enfin, Oui. non pas la panthéonisation, mais l'hommage à Hubert Germain. Donc, évidemment, il y avait aussi de la contre-programmation et une arrière-pensée tactique dans Virginie, cette j'ai journée. une question à vous poser. Sur ce que disait Jean-Marie Colombani sur l'abus de l'utilisation du mot l'esprit de résistance ou de la résistance. C'est vrai qu'Emmanuel Macron aime le mettre un peu même si c'est une belle idée, en tout cas une vertu pour lui et une valeur qu'il en fait, une valeur commune en tout cas. Est-ce que, alors aujourd'hui c'est pas le bon jour pour poser cette question parce que vous l'avez rappelé, c'est le dernier, donc on rentre dans la grande histoire puisqu'il n'y aura plus de résistants, mais quand même, est-ce que la France n'a pas un penchant et abuse pas un peu trop de ces commémorations mémorielles? Est-ce qu'on ne devrait pas un peu plutôt revivifier l'avenir ou vivifier l'avenir et être sans arrêt en train de se pencher sur le tombeau des uns et des autres. Après, je fais une exception pour aujourd'hui. Il fallait voir grand aujourd'hui. Il fallait faire quelque chose de beau. Mais quand même, on n'a pas une tendance un peu à mettre un pied dans la tombe à chaque On a fois? en tout cas un président de la République qui aime beaucoup les commémorations, qui aime beaucoup l'histoire, qui aime beaucoup se repencher sur les grands épisodes de l'histoire française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, de mon point de vue, était très important. Jean-Marie Colombani a utilisé le mot résistance. Il y a aussi la résistance à l'oubli, la résistance à la déformation, la résistance aux faits qui sont tronqués, la résistance aux récits que d'autres font de l'histoire de notre pays, qui n'est pas le bon récit. Et là, tout d'un coup, cette cérémonie, la façon dont elle s'est déroulée, la façon dont elle a été, le lieu organisé, dit tout simplement voilà comment les choses se sont passées. Et là, il n'y a pas de doute possible. On ne peut pas continuer à mettre en cause le rôle de Vichy dans l'organisation de cette guerre et avec ce qui s'est passé avec les Juifs. Il y a tout d'un coup quelque chose qui s'oppose d'ailleurs de façon assez ferme et assez calme, qui est, attention, vous pouvez dire ce que vous voulez dans le cadre d'un débat politique, mais la vérité historique, elle est là. Il y a un autre esprit que certains pourraient convoquer, c'est l'esprit de la révolution, parce que c'est aussi le peuple qui se lève est aussi une belle idée, mais comme par hasard, à part Jean-Luc Mélenchon, personne ne prône, surtout pas un président, l'esprit de la révolution. Je dis ça en passant. Oui, d'autant qu'on est passé à côté avec les Gilets jaunes quand même. Il ne faut jamais oublier que le pouvoir actuel a été sauvé par la police. Il s'en est fallu de peu en tout cas. Et je rappelle quand même, pour poser un petit bémol à ce que vous dites, Roselyne, que le précédent livre d'Emmanuel Macron s'appelait Révolution. Mais il s'agissait bien sûr d'une révolution, pas de cette révolution. Des réformes. Voilà, absolument. Qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, la révolution des réformes. Ben non, il n'a pas plu. Alors justement, mardi, le président, donc ça ne vous a pas échappé non plus, a fait une allocution Lapsus révélateur. allocation, oui, il a donné pas mal Parce qu'effectivement, on a remarqué que le président, depuis quelques semaines, fait beaucoup des d'allocations allocations chômage à diverses et les allocations catégories. chômage, là, voilà. Donc à 20h, l'enjeu était a priori la crise sanitaire, mais le président a quand même vite évacué le sujet. Il a parlé de sa vision, de ses réformes. En fait, dans son allocution, il y avait 2 discours. Il y avait celui de la crise sanitaire, bien évidemment, et puis l'autre sur sa future campagne. Jean-Marie, est-ce qu'en mélangeant les deux, il ne perd pas sa capacité d'être entendu? On peut le craindre pour lui en tout cas, parce que si vous voulez, autant son discours sur le virus était attendu, on est en pleine épidémie, d'autant plus attendu d'ailleurs que sur les questions de santé, la veille, le débat des opposants n'en a absolument pas parlé. Oui. On est en pleine épidémie, ça fait 2 ans que ça dure, et dans un débat qui est censé être consacré à notre avenir, au programme des uns et des autres, rien, pas un mot. Donc lui était très attendu là-dessus, et donc les 21 millions ou presque de personnes qui le suivent à la télévision viennent là pour cela. Il y ajoute un discours de campagne, un discours de candidat très clair, très évident, très orienté aussi sur le plan politique. Et donc,
à partir de ce moment-là, il bascule vers un autre personnage, qui est un personnage politique, candidat, et donc il s'expose à affaiblir le crédit dont bénéficie le président lorsqu'il demande qu'on se fasse vacciner ou qu'on ait une 3e dose. Et donc c'est un exercice assez... Oui, c'est vaccinez-vous et votez pour moi. Oui, mais c'est surtout un exercice assez périlleux, d'ailleurs, parce que, et d'ailleurs, j'ai cru voir qu'il n'avait pas emporté autant de conviction auprès des Français, autant d'adhésion auprès des Français que ce qu'il avait obtenu au mois de juillet lorsqu'il avait parlé précédemment sur la crise avec davantage de monde à l'écoute d'ailleurs. Et donc il a pris un risque, me semble-t-il, parce que à partir du moment où il est candidat, où il fait un discours de candidat, il redevient un politique comme les autres et donc... il a tout intérêt à attendre. Il est atteint lui aussi du scepticisme monstrueux qui accompagne tous les discours politiques, tous les actes politiques aujourd'hui. Donc il affaiblit la première partie de son discours, en tout cas dans l'adhésion qu'il peut susciter. Je vous propose d'écouter la réaction d'ailleurs de Gérard Larcher, le président du Sénat. J'ai entendu le président de la République, et j'ai entendu un candidat à la présidence de la République. Il a fait la comparaison bilan, programme. Je voudrais dire un mot de cette comparaison. Quand il parle du nucléaire, bilan, il a fermé Fessenheim et on a abandonné Astrid. Finances publiques, bilan, nous avons un budget 2022 avec 155 milliards de déficit budgétaire pour un budget total de 455 milliards. On est passé, me semble-t-il, puisqu'il l'a rappelé, parce que c'est la théorie du en même temps, du quoi qu'il en coûte à quoi qu'il advienne. Voilà donc réponse de Gérard Larcher, parce qu'en fait dans cet exercice-là qu'utilise Macron abondamment, bien évidemment il a compris, c'est qu'il n'a pas de contradicteur quand il fait une allocution pendant 20 minutes, il sait que personne ne va le contredire. Donc le lendemain effectivement, eh bien il y a des réactions, donc il utilise un peu le filon en quelque sorte, et sans contradiction. Et ce qui énerve bien sûr l'opposition. Mais j'ai envie de dire que c'est un vieux débat, aussi vieux que la 5e, qu'un président... Aussi vieux que le général de Gaulle. Oui. Oui, de Gaulle faisait ça, Chirac faisait ça, Mitterrand l'a fait, à chaque fois que... Nicolas Sarkozy l'a fait, et ainsi de suite. Mais enfin là, malgré tout, il y a eu une forme d'entourloupe, parce qu'Emmanuel Macron, c'est son neuvième intervention sur la crise sanitaire. Et effectivement, une intervention sur la crise sanitaire d'un président de la République, au moment où on annonce l'arrivée d'une 5e vague, est une intervention très suivie, très attendue. Et on a bien vu d'ailleurs l'afflux des prises de rendez-vous sur Doctolib qui ont précédé cette intervention. Donc il y avait une attente très forte. Cette attente a été un peu déçue parce qu'au bout de 7 minutes, l'affaire était expédiée. Emmanuel Macron a certes dit que le pass sanitaire pour les plus de 65 ans serait conditionné à la 3e dose à partir du 15 décembre. Il a dit qu'ensuite, la 3e dose serait conseillée aux plus de 50 ans. Voilà, ça c'était les 2 annonces, ça a été fait en 7 minutes. Tout le reste a consisté en faire son auto-bilan. Et forcément, quand on fait soi-même son propre bilan, il ne peut pas être négatif, ni critique, ni argumenté. Non, ce qui n'est pas normal, pardon, je termine mon propos, Jean-Marie, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir fait croire qu'il allait faire une intervention sur la crise et d'en avoir profité une fois qu'il avait ce public captif, puisque je rappelle que l'intervention qu'il a eue début juillet a été une intervention massivement suivie, qui a eu d'ailleurs un très grand succès parce qu'elle a été décisive dans la campagne de vaccination. C'est ça, il aurait annoncé un discours politique, c'était une chose. C'est pas du tout ce qui a été annoncé. David, de toute façon, il pouvait pas. Il fallait qu'il annonce, qu'il prenne une place quelque part, parce qu'il n'a pas tant que ça des moyens de s'exprimer, sauf quand il fait quelques on va dire, des déplacements. Mais dans un discours, par exemple, comme aujourd'hui, il ne va pas parler de politique. Donc c'était une manière de rentrer dans la brèche. C'est-à-dire que... dans un même mouvement, il a incité les Français de plus de 65 ans à reprendre une 3e dose de vaccin et tous les autres à reprendre une 2e dose de Macron en avril prochain. Mais, pardon, que l'opposition dénonce, d'ailleurs, selon absolument les mêmes termes de Mélenchon à Marine Le Pen, un président candidat, c'est de bonne guerre. Jean-Marie Colombani l'a dit, tous les présidents de la 5e, à part François Hollande qui ne se représentait pas, l'ont fait. Maintenant, on ne va pas faire semblant de découvrir autour de cette table qu'Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Il déverse, vous parlez d'allocation beaucoup aujourd'hui, Roselyne, il déverse des milliards sur des catégories. Il a commencé à Marseille cet été, il a annoncé le plan industrie d'investissement France 2030. Il ne cesse de faire des actes de candidat.
là où je rejoins ce que disait Jean-Marie Colombani tout à l'heure, c'est que les deux choses qui sont intéressantes, c'est ce bilan. Effectivement, le discours de Macron est un discours de candidat, mais très différent du candidat de 2017. C'est le candidat qui gouverne depuis 5 ans. Et pourquoi le fait-il, ce bilan ? Parce que personne ne le fait. Parce que personne ne perce le mur du son, aucun de ses ministres, aucun de ses propres. Deuxième chose, et là aussi je vous rejoins, le positionnement. C'est un discours qui est quand même beaucoup plus à droite que tous ces discours précédents. De la droite. La droite n'a pas besoin de se chercher un candidat, me voilà. Et quand on examine les thématiques, c'est flagrant, surtout. Surtout que ça intervenait 24 heures après le premier débat des candidats à la primaire de la droite. Une qui est très présomptueuse, c'est que François Mitterrand aurait pu vous répondre, chère Virginie, il faut vous faire à l'idée que Emmanuel Macron est président et qu'il entend le rester. Bon, ça, c'est une donnée de base de la vie publique. Ça ne me surprend nullement. Mais surtout, il faut tenir compte des éléments de contexte. Le contexte dans lequel nous sommes est un contexte, personnellement, que je trouve assez étouffant, où le leadership, la conversation nationale est monopolisée par ceux qui nous parlent de déclin, ceux qui nous parlent du grand remplacement. Exact. On en a soupé du grand remplacement pendant toute l'émission, ou presque toute l'émission de débat avec la droite. Et donc, c'est eux qui ont l'agenda médiatique et l'agenda politique. Et donc, pour Emmanuel Macron, l'urgence, c'était, comme l'a dit tout à l'heure Roselyne, c'était de se réinstaller, d'essayer de reprendre pied dans cette conversation nationale et de réattirer la discussion autour de ce qu'il peut lui-même proposer. Oui, j'ai simplement souligné qu'il n'avait pas pris, il avait pris un autre prétexte pour s'exprimer et qu'il avait profité de ce prétexte pour dire tout à fait autre chose. C'était mon propos. Qu'il soit candidat à sa succession, ça, c'est une évidence. Mais vous aviez tout à fait raison sur ce point. Mais voilà, l'élément de contexte est fondamental pour moi. On va dire un mot de la droite, effectivement, vous en parliez, Jean-Marie, puisqu'il y a eu un débat lundi soir, où ils étaient 5 sur 5 candidats, donc LR, enfin ceux qui sont retournés à LR, il y en a 2 qui sont retournés à LR, c'est Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Un petit tour de table sur, dans le fond, qui a sorti un peu la tête de l'eau. C'est difficile à déterminer au sortir d'un premier débat. Je pense qu'il y a 2 candidats qui ont tiré leur épingle du jeu. Ça va vous étonner, mais je pense que Valérie Pécresse était plutôt assez solide et assez propre. Ouais. Et pour faire écho à ce que dit Jean-Marie Colombani, évidemment Éric Ciotti, qui a compris que pour une primaire, qui n'est pas une primaire, mais un congrès réservé aux adhérents de droite, il fallait faire de la droite et du gros rouge qui tâche, comme disait Brice Hortefeux. Celui qui n'en sort pas grandi, je pense que c'est Michel Barnier, qui a montré quand même certaines limites en termes d'expression, de modernité. Allez, dites-le. Oui, il est un peu ennuyeux, c'est vrai. Un petit peu ennuyeux, je dirais. Et par contre, je dis des gros mots. Xavier Bertrand n'a pas perdu, mais n'a pas non plus marqué de points, et je pense que dans la position dans laquelle il était, c'est-à-dire celui qui veut truster la figure du favori depuis 6 mois, ne pas marquer de points, c'est en perdre. Enfin, il est quand même toujours en tête dans les sondages. C'est vrai. Voilà, c'est ça le problème de Xavier Bertrand, et donc de ce point de vue-là. Mais moi, je suis quand même fasciné par l'état actuel du personnel politique. Vous parliez d'Éric Ciotti en faisant compliment de sa prestation qui était d'une limpidité absolue, évidemment, et puis aujourd'hui, il propose un Guantanamo à la française. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je suis fasciné parce que voilà quelqu'un qui a acquis et obtenu une notoriété nationale sur un seul slogan qu'il déroule à chaque fois et qui est le suivant: le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement. D'habitude, vous me le dites avec l'accent. Oui, mais le gouvernement ne fait rien. Et le voilà intronisé non seulement personnage national, mais candidat à la candidature de son propre parti. Et donc, c'est là qu'on mesure l'incohérence qu'il y a dans ces processus, à voir défiler des gens qui prétendent être candidats à la présidence de la République, alors qu'il y a des années-lumière entre les capacités qu'il faut pour être président et ce qu'il représente, ce qu'il montre comme capacité. Et ça, je trouve, c'est très dommageable pour le pays, vraiment très dommageable. Mais justement, Virginie, est-ce que ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est-à-dire que Macron dit en quelque sorte votez pour moi, puisque à droite, il lance le message, vous n'avez pas besoin d'un candidat de droite, le candidat de droite, c'est moi. Donc, est-ce que justement Éric Ciotti, qui a un discours un peu plus musclé que les autres, pourrait faire figure justement de favori, parce que justement la thèse de Jean-Marie, c'est que ils sont piégés par Macron, qui fait quand même, qui a fait des clins d'œil à la droite sur le nucléaire, sur les allocations, le valeur travail, les allocations chômage, donc en dessous l'assistanat, tout ce qui plaît en fait dans le fond à l'électorat de droite.
Ce qui a été très frappant lors de ce premier débat, c'est que finalement, ces 5 candidats, dont certains ont effectivement fait une contre-performance et d'autres s'en sont plutôt bien sortis, n'ont en rien démontré qu'ils étaient à la hauteur du poste auquel ils aspirent. C'est-à-dire que je serais étonnée qu'un militant ou même qu'un sympathisant ou même qu'un éventuel électeur de droite se soit dit, après ces 3 heures de débat, « Ah, j'ai vraiment envie de voter pour Philippe Juvin. Valérie Pécresse ou pour Xavier Bertrand ou pour Éric Ciotti. » Mais la difficulté, ça va être que lors du congrès fermé, lors de la primaire fermée, les sympathisants et les électeurs et les adhérents vont avoir un cas de conscience énorme parce que leur petite préférence, si elle allait à Michel Barnier, franchement, là, il a fait une contre-performance qui devrait les inquiéter. Parce que, certes, il y aura encore 2, 3, 4 débats, je crois, au total. 3 autres. Donc, oui, donc on va voir, il y aura 4 débats au total. Donc, on va voir si Michel Barnier va s'améliorer. Mais là, en tout cas, il n'a pas fait preuve de sa très grande aisance. Il n'a même pas semblé comprendre qu'il était dans un Vous débat. vouliez ennuyé aussi? Il ne répondait pas aux questions qu'on lui posait et il soliloquait un peu tout seul. Donc, il a fait une contre-performance qui sera très ennuyeuse pour ceux qui voulaient voter pour lui le 4 décembre. Oui, d'autant- Et malgré tout, Xavier Bertrand ne s'impose pas. Donc, il y a un dilemme bizarre. totalement cornélien de on vote pour qui? On vote pour quelqu'un qui a été fidèle mais qui n'est pas vraiment, qui n'écrase pas le match, ou on vote pour quelqu'un qui est revenu et qui a pris sa carte et qui a avalé son chapeau et qui lui non plus n'est pas très bon. Finalement, on est entre peut-être représentants de la 2e division, alors que lors de la première primaire, je rappelle qu'il y avait 2 anciens premiers ministres, un ancien président de la République, on était avec des personnalités d'un calibre bien différent. Il y a une Et c'est très difficile, ça va être très difficile pour les adhérents. C'est vrai, et il y a une 3e option qui est celle du candidat de 2e division. Alors vous avez tout à fait raison. Je pense que, sur la baisse de niveau, ça vaut pour tous les partis et tous les camps. On le voit également au Parti socialiste. Mais souvenez-vous, vous parliez de la primaire qui opposait un ancien président et 2 anciens premiers ministres, Sarkozy, Fillon, Juppé. D'abord, il y avait un meilleur niveau, mais je rappelle tout de même que c'est pour une primaire de la droite, c'est la ligne la plus à droite et totalement décomplexée qu'il a emporté, alors qu'on l'avait pas du tout vu venir, pardon. On pensait que c'était Alain Juppé et son identité heureuse. Donc c'est la raison pour laquelle Éric Ciotti, je pense, bien que 2e division, pardon, Oui, mais assez chance. Éric Ciotti, il est largement dominé par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Entre l'originel renvoie- et la copie, les électeurs préfèrent. Mais dans un premier temps, ils votent Jean-Marie, Ça renvoie à Jean-Marie, parlez, un problème voyons. français qui est assez grave, me semble-t-il, c'est qu'il y a de moins en moins de gens dans les partis. Et donc, moins vous avez de personnes, plus le noyau auquel vous avez affaire est radical, et plus vous avez des positions évidemment radicales, démagogiques. C'est vrai au niveau des partis, c'est vrai, ça commence à être vrai au niveau des syndicats. Les syndicats aussi se sont dépeuplés. Et donc, quand vous regardez par exemple l'évolution d'un syndicat, d'un grand syndicat comme la CGT, eh bien la CGT aussi se replie sur des noyaux qui sont des noyaux radicaux, et vous n'avez plus la même cohérence qu'il pouvait y avoir au temps où ils étaient plus peuplés. D'autant que ils le discours rassemblaient plus de politique monde. se radicalise chez les face politiques, à une société française qui est oui, très inquiète. ils se radicalisent parce que les partis politiques se sont repliés sur des noyaux de plus en plus restreints, donc de plus en plus militants, de plus en plus radicaux. Et c'est ça le drame de la démocratie française aujourd'hui. Mais on a tendance à dire, vous disiez tout à l'heure, c'était mieux avant, etc. Est-ce que c'est Alors, on je est ne dis pas que devenu tout était mieux avant, ne Non, me comparez pas à Éric Zemmour. Je dis que le Non, mais- niveau des hommes politiques, et nous l'avons tous constaté, Oui. nous journalistes politiques sur ce plateau, Oui. de décennie en décennie, ne cesse de baisser. Et je pense Alors, que c'est justement, quasiment oui. mathématique. Mais est-ce que c'est dû au fait que la politique soit devenue de plus en plus difficile, c'est-à-dire que l'ère où on foutait un peu la paix aux politiques sur leurs petites histoires d'argent, etc., de corruption dans le fond, a fait que certains ont déserté. Il y a eu ce fameux dégagisme. Il y a en fait une ère politique qui n'est plus la même Mais est-ce qu'on qu'avant. pourrait partir du principe que la gauche et la droite, depuis quelques années, n'ont pas travaillé? On ne les a pas entendus. Non, il y a ça aussi, mais... Oui, mais c'est aussi le travail qui forme, Non, mais il y a forme des plus bons de discours risques, c'est ce que je veux politiques. dire, ouais. Et les bons discours politiques sont poussés par un corpus politique solide, et après, la personnalité qui défend ces discours politiques devient elle-même solide. Mais justement, Là, il y parce a qu'ils pas de partent travail dans le derrière. privé, parce qu'ils sont mal payés quand même.
ils sont mal payés hein, quand vous êtes un président de la Alors, République. Quoi, c'est... Quand vous comparez à la moyenne des Français, c'est quand même relativement d'accord, correct, mais enfin. effectivement, par rapport à des grands patrons Oui. ou des grandes carrières dans le privé, c'est juste. Et puis c'est surtout l'avalanche La judiciarisation de de la vie politique. judiciarisation, Ouais. les polémiques, les scandales, les attaques, les coups bas qui ne Cela dit, cessent c'est pas pour d'exploser dire avec que les c'était réseaux mieux sociaux. avant, quand Bien ils étaient sûr, tous bien pourris sûr. et que personne ne les faisons embêtait. pas non plus de clichés. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le niveau intellectuel, le niveau de travail, le Le niveau de travail n'a pas été culture, fait. Quand il le n'y a pas niveau de travail, d'exploration il n'y a pas de programmatique discours possible. est assez Le catastrophique. travail manque, oui. Il est quand même tout à fait frappant que ces deux grands partis qui ont été les deux grands partis qui ont structuré toute la Ve République sont aujourd'hui si faibles. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Oui, mais alors attendez, Ils ont aussi oui. fabriqué leurs faiblesses depuis quelques années. J'entends bien. En se Est-ce que, reposant sur une situation. est-ce que la classe médiatique n'est pas non plus, et là je vais poser la question à Jean-Marie très court parce que Véronique nous attend, quand même, et on se met dedans, je me mets dedans, Bien sûr. les journalistes, la première question qu'on a posée quand même aux candidats de droite, c'est êtes-vous le grand remplacement? Oui, dans Je veux l'espoir dire, de- dans on les l'espoir de pousse faire un du- peu, dans on l'espoir les pousse au d'obéir crime, quoi. dans l'espoir d'obéir au premier commandement de la presse Voilà. en général aujourd'hui, le buzz. Donc on Exactement. pose les questions Donc ça, qui c'est vont aussi un aggiornamento déclencher les à petites faire. phrases, qui que quoi, etc. Bon. Merci. On accueille tout de suite Véronique Reissoult et la politique sur les réseaux. Pourquoi vous ricanez? Bonjour Véronique. Bonjour, je suis étonnée qu'on n'ait pas accusé les réseaux sociaux pour une fois du fameux buzz et du... J'ai quand même un fait peu une quand même, un allusion. petit peu non, parce que je me disais ça allait pas. Ouais. Donc ok, donc c'est de la faute des réseaux sociaux, tout va bien. Mais non, mais là Alors. ça va l'être, on va pouvoir se préparer. Donc le président Macron s'est Attendez. exprimé ce mardi et les Français, donc bien sûr, ont suivi cette allocution. Enfin moins qu'avant Moins d'ailleurs, qu'avant, moins ouais. que les autres. Ouais. Est-ce que ça a été quand même suivi? Est-ce qu'ils ont, Est-ce qu'ils ont est-ce cru qu'il a convaincu? Bien écoutez, on a fait un sondage avec Odoxa pour le Figaro et oui, plutôt, en tout cas, à 63%, les Français l'ont trouvé clair, 56% déterminé, un peu moins, enfin, en dessous des 50%, 46% ont trouvé qu'il était proche des préoccupations des Français et 38% rassurant. Et malgré ces deux petits chiffres, globalement, les mesures qu'il a annoncées, les Français sont plutôt favorables, puisque vous avez 72% des Français qui disent c'est bien de suspendre les allocations chômage des demandeurs d'emploi, que Pôle emploi jugerait de ne pas être en recherche active. 61% disent relancer la construction des réacteurs nucléaires, c'est très bien. Et 53% disent que le retrait du pass sanitaire pour les Français de plus de 65 ans qui n'auraient pas eu leur dose, enfin leur troisième dose, là aussi c'est plutôt bien. Donc on va dire que ces mesures sont bien passées, même si franchement la dernière, celle qui est que à 53%, lasse un peu. Et quand je dis lasse un peu, voilà le genre d'image qu'on pouvait voir, je trouve que ça résume assez bien. Les Français se disent on va jamais s'en sortir, jamais, jamais. On sera encore là dans des années. Donc une acceptation plutôt faible et surtout ce sentiment d'un jour sans fin qui lasse un peu quand même, on peut se le dire, même si on est d'accord, ça lasse un peu. Et alors la petite question, parce que c'est le sujet de notre débat, est-ce que donc dans cette allocution, il a été, ouais c'est vrai, je suis arrivée. Ça y est. Est-ce qu'il a été perçu comme candidat ou comme président? Eh bien, figurez-vous que les Français ne se posent pas tellement la Ouais, en fait, c'est un question. truc de En journaliste, fait, c'est un Et peu d'opposants. ça. et d'opposants. Et d'opposants. C'est un peu comme cette image, vous voyez, que les internautes ont partagée, genre ce monsieur qui se cache derrière le poteau, vous voyez, la propagande présidentielle. Est-ce que, voilà, c'était finalement assez clair au point où, en fait, quand on regarde dans le sondage, 64% de Français ont dit que c'était un candidat plus qu'un président. Pour autant, sincèrement, ça ne gêne pas plus que ça. Oui, Les c'est Français, oui, c'est ainsi. C'est sans doute pour ça que cela explique le fait qu'on n'a pas tellement commenté sur les réseaux sociaux, pas tant que ça. Quand on regardait pendant juste l'allocution, 156 000 messages. Pour vous donner une idée, le 12 juillet, c'était 382 000 messages. Donc voilà, ça a été commenté, Ouais. plutôt les mesures. Et le fait que ce soit un candidat, ben oui, c'est un candidat qui s'est exprimé. Il y avait juste je mets de côté tous les militants et les journalistes et les politiques, mais quand on regarde Ouais. les Français qui s'expriment sur les réseaux, qui ne sont pas particulièrement politiques ou marqués, ils disaient, bon, ben voilà, il n'est peut-être pas obligé de faire un hold-up sur les journaux enfin voilà, sur le 20h, mais sinon, Ouais. oui, c'est un candidat. Par contre, il faut savoir que ce qui est sorti n'est pas forcément toujours très positif. De nouveau, j'ai sorti les Ouais. militants. C'est les étudiants.
Voilà, ce petit tweet vous montre Tom un Cruise. peu, vous dites Tom Cruise qui rigole, mais en fait c'est une Là. façon de dire pour dire nous avons aidé les étudiants. Ça a plutôt fait rigoler les étudiants et c'était peut-être le point un peu négatif qui est ressorti en disant ah ouais d'accord, ok, donc voilà, dans le bilan tout n'est pas forcément aligné dans l'esprit des Français. D'accord. On parlait Oui. de la drogue. Il y a eu un Oui, et on- deuxième, oui. pardon, un Vas-y, deuxième point vas-y. qui a été très critiqué sur sur le thème duquel on a mis en doute la parole présidentielle, c'est aussi la question de la santé au-delà du Covid, mais Ah du non, système mais de ça, du pensée système. en général. Alors, je vais même vous dire, vous pouvez regarder, je vais faire la pub pour mon site, où vous pouvez aller voir ce qui se passe en ce moment sur Backbone Consulting. J'invite les gens à les regarder. Oui. Voilà. Vous regarderez les sujets entre les politiques, les journalistes et les Français. Les Français, en ce moment, autour de l'élection présidentielle, parlent de santé. Il n'y a pas de candidat qui parle de santé. Et ils en parlent beaucoup. Vous verrez les Oui, proportions. l'immigration. Ouais. Les médias et les politiques c'est ce que je- pensent ce que qu'on disait tout à l'immigration l'heure. est le sujet qui Non, écrase non, tout. pas du tout. C'est le Mais pouvoir d'achat, voilà. le sujet qui est. Non, mais là, en ce moment, c'est qu'on vraiment fait le- chez les Français. Non, mais là, en ce moment, c'est c'est la vraiment la santé. santé. C'est Oui, pas- oui, pas- oui, bien sûr. Ouais. Mais Santé, Parce pouvoir qu'en fait, d'achat, il ouais. parle de santé par rapport au Covid, mais surtout du santé, du système de santé, du système de soins, du fait que c'est compliqué de prendre des rendez-vous. Enfin, voilà, c'est un vrai sujet qui est Ouais. très peu abordé aujourd'hui par les politiques et qui est un vrai sujet de préoccupation associé. Et d'ailleurs, lors du débat de la droite, personne leur a posé la question et c'est Philippe Juvin qui tout seul est allé sur le sujet parce qu'il est lui-même. chef des urgences à Exactement. l'hôpital Pompidou. Ce qui fait que, allez-y. Ah, voilà, non mais question, voilà, vous me voilà. fournissez une excellente transition pour vous demander donc sur les réseaux qui est sorti, puisque c'était la question un peu que je posais à David tout à l'heure, qui est sorti un peu du lot chez les internautes en tout cas Eh ben, lors de ce débat. Si on regardait pendant le débat lui-même, pour vous donner une idée, c'était Xavier Bertrand avait 4200 messages, ce qui, entre nous, n'est pas colossal. Hein. Dérisoire. Monsieur Barnier, 2400. Monsieur Ciotti, 2000. Monsieur Juvin, 1400. Et Madame Pécresse, un peu moins de 1000. Donc Monsieur Juvin, Ça ne c'était... correspond pas à mon diagnostic. Non, Monsieur Juvin, c'était beaucoup sur la santé, les gens disaient, ouais, donc on a un ministre de la Santé formidable. Monsieur Bertrand, on se dit 4200, c'est beaucoup. En fait, quand on regardait qui parlait, il a une très bonne équipe digitale. Voilà. C'était surtout son équipe qui parlait. Et le grand gagnant de la soirée, c'était Monsieur Ciotti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et ce n'était pas du tout ces militants qui parlaient de lui. C'est la surprise. Et surtout, quand on regardait les mots associés et les messages, pardon, j'ai perdu mon oreillette du coup, les messages, c'était succession et immigration. Et succession, beaucoup. Et en fait, les gens qu'on regardait ont été étonnés de ces mesures. Et alors, là où c'est intéressant, c'est quand vous regardez après le débat, pour tous, c'est un peu redescendu. Ils ont eu un pic. Pas énorme, ils ont un petit picounet, on va dire, un petit picounet. Mais M. Ciotti, c'est redescendu évidemment, mais ça continue. C'est-à-dire qu'en fait, il continue à intéresser les gens. De nouveau, intérêt ne veut pas dire qu'on va voter pour vous, mais si, on va dire que dans un débat, l'idée est de faire sortir des idées, Voilà. c'est de loin celui qui a le Ah, plus vous avez perdu sorti. votre oreillette, donc on ne peut pas vous dire que... Voilà, Charlotte, voilà, écoute, c'est fini. c'est fini. Au revoir, Charlotte. Merci. Merci Charlotte, oui, qui est notre chef d'édition. Merci. Merci à elle d'ailleurs. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci à toute l'équipe technique et à Charlotte Urien Tomaca pour avoir préparé cette émission. À très vite. Merci.